Ok, alors parmi les essais que rassemble Intérieur du Nouveau Monde, essais sur les littératures du Québec et des Amériques, publié par Pierre Neveu en 1998, le complexe de Kalamazoo occupe une place singulière. Si cet essai en particulier a été maintes fois commenté depuis sa parution, c'est entre autres parce qu'il proposait une image du Nouveau Monde qui était à la fois, je pense, familière sur le plan de l'expérience pour la plupart d'entre nous, et en même temps inédite sur le plan culturel et littéraire. Alors je rappelle la teneur du propos rapidement. Des milliers de petites villes, petites ou moyennes de l'Amérique du Nord, au Canada, au Québec ou aux États-Unis, incarnent tout autant que les grands espaces quelque chose d'absolument typique de la vie en Amérique. Et c'était essentiellement le rapport à la culture et la littérature qu'entretiennent ces lieux qui intéressaient Pierre Neveu. Les petites villes d'Amérique semblent ouvertes à tous les vents. Leur caractère improvisé et composite ne traduit aucunement une originalité bariolée et créative, mais plutôt une précarité générale de la culture et de l'habitation de l'espace dans le Nouveau Monde, ce qui fait de ces petites villes des lieux amochés, assez informes et le plus souvent mal aimés, en même temps, et je souligne, que des objets littéraires hautement improbables. Alors depuis, de nombreux travaux ont poursuivi cet essai séminal dans différentes directions. On peut penser aux travaux de Daniel Laforêt autour de l'imaginaire de la banlieue, l'instabilité du lieu dans les récits contemporains qu'a dirigé Elisabeth Nardou-Lafarge, mes propres travaux sur la géographie des confins, la régionalité, les travaux de Francis Langevin. Rachel, je ne savais pas si je pouvais t'inclure ou pas là-dedans, alors je t'ouvre la question, je ne sais pas. Les travaux d'Isabelle sur la petite ville minière, et puis d'autres travaux s'en viennent également, par exemple, sur des thèses qui sont en train de s'écrire, sur des géocritiques du roman gaspésien, par exemple. Alors, toutes ces recherches contribuent à cerner et à problématiser dans différentes directions des représentations de petites villes nord-américaines. Kalamazoo est désormais le nom par lequel on identifie ce topos littéraire. Je ne parlerai donc pas des petites villes, mais bien de la petite ville comme construction à la fois sémiotique, culturelle et littéraire. En fait, Pierre Neveu aurait pu choisir n'importe quel autre nom plutôt que celui-ci pour désigner son complexe, mais en fait, je crois que s'il a choisi ce nom, qui nous est inconnu ou qui évoque rien de familier pour la plupart d'entre nous, mais qui, je pense qu'on est tous sensibles à la sonorité amérindienne qu'il comporte. Je pense parce que c'est justement que la petite ville est longtemps restée un impensé, un inconnu dans les discours qui nous entourent. Que l'on pense aux discours médiatiques, que ce soit les nouvelles, les publicités, les discours populaires, les images et les opinions qui circulent dans les médias sociaux, ou encore ce qui émane des institutions culturelles et littéraires. Alors c'est sûr qu'il y a des efforts qui sont indéniablement accomplis pour amener justement la culture et la littérature en région, mais il reste qu'encore très souvent, à mon avis, lorsqu'on entend parler d'une petite ville, c'est pour déplorer une catastrophe humaine, naturelle, économique ou autre variante aux accents souvent pessimistes. Puis là, je renverrai plutôt au discours politico-médiatique. Alors ma communication va se présenter comme un survol des représentations littéraires des petites villes dans les récits québécois contemporains, tout en s'appuyant rapidement sur quelques repères d'histoire littéraire et de contextualisation plus généraux. Alors, premier point, McLean, Moncton et Sudbury. La petite ville n'a pas toujours été absente de la littérature québécoise. Plusieurs œuvres majeures à travers l'histoire l'ont prise pour cadre. Et l'exemple canonique en la matière, c'est bien souvent le McLean imaginaire dans Poussière sur la ville d'André Langevin. Il y a un autre exemple que je trouve très intéressant aussi, auquel on pense un peu moins souvent, c'est le Saint-Joaquin dans Le Libraire de Gérard Bessette, qui est intéressant justement parce qu'il problématise le rapport à la littérature dans ce contexte-là. On peut penser aussi à plusieurs œuvres de Jacques Ferron qui se situent dans des faubourgs où vie urbaine et vie de village ne sont pas encore très bien départagées. Deux romans historiques d'Anne Hébert, Kamouraska et Les Fous de Bassan se situent de plein pied dans des petites communautés et l'intrigue romanesque est vraiment liée au fait qu'on se passe dans un village. On peut penser aussi à tout le pan manitobain de l'œuvre de Gabriel Roy, La petite ville perdue au bout de sa route et dont les habitants sont paradoxalement prisonniers d'un espace qui est trop grand pour pouvoir être conçu. Ces enfants de ma vie, par exemple. Alors il est frappant de remarquer en fait à quel point ces apparitions de la petite ville paraissent lointaines et isolées les unes des autres, sans relation entre elles, sans qu'on puisse les englober dans un mouvement littéraire, un style ou les attribuer à une région en particulier.
La littérature du terroir se concentrait sur la vie de village, du rang d'habitants, ou à la rigueur les espaces défrichés par les pionniers. L'entrée dans la modernité littéraire a largement coïncidé avec la représentation de la ville et l'individuation du personnage. Or, la prépondérance de la ville s'est pérennisée en littérature québécoise avec l'exploration, entre autres, de la contre-culture, des pratiques axées sur le formalisme, le féminisme, puis l'interculturalité et la rencontre avec l'autre. Systématiquement, la ville, labyrinthe foisonnant de signes à déchiffrer, s'impose comme l'espace de toutes les rencontres, tous les possibles, toutes les réinventions de soi. Donc on comprend là la richesse de cet espace sémiotique. Ce n'est qu'au tournant des années 2000, alors que ces problématiques ont commencé à s'essouffler n'est peut-être pas le bon terme, mais bon, on a commencé à vouloir explorer d'autres choses, qu'on s'est tourné vers, il n'y a plus juste cette omniprésence de la grande ville, et notamment Montréal, qu'on a essayé d'aller voir autre chose. Alors à ce bref survol historique, il y a un autre héritage, je pense, qu'il faut superposer, un héritage plus oblique, qui est celui des littératures des minorités francophones, qu'on pense à Moncton ou à Sudbury en littérature acadienne et franco-ontarienne. Ce sont des motifs, ce motif de la petite ville et de son indigence culturelle et littéraire qui ont été à la fois les premiers à apparaître dans ces corpus et qui l'ont été pour des raisons évidentes sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui. Les représentations littéraires de Moncton et de Sudbury rejoignent ainsi celles de Maclean et autres Kalamazoo concernant la distance à la fois physique et esthétique, on se rappelle les travaux de Pascal Casanova, qui les séparent des avant-gardes artistiques des grandes capitales culturelles. Et je mentionne juste en passant un autre facteur qui serait le facteur institutionnel. On a beaucoup parlé du renouveau de la toile éditoriale au Québec depuis les années 2000. On oublie souvent de mentionner qu'on a vu aussi l'émergence de très belles maisons d'édition en région. Bon, Alto à Québec, La Peuplade au Saguenay, les éditions Zélé en Abitibi. Ça a sans doute son rôle à jouer là-dedans. Alors j'arrive vraiment dans le gros de ma communication, puis c'est un format auquel je ne suis pas du tout habituée. Je vais vous faire le tour de ma bibliothèque, et ce que j'appelle ma bibliothèque d'été, parce que je ne suis pas une spécialiste du roman, mais bon. Donc voilà, et je vais commencer par l'étagère qui est consacrée à ceux que j'appelle les précurseurs, autrement dit des romanciers qui, dès les débuts des années 80-90, contre toutes les attentes de la période, ont choisi de situer leurs récits dans de petites villes ou villages apparemment dépourvus d'intérêt littéraire. Premier cas, Robert Lalonde, dont plusieurs romans, donc chez lui c'est lié à l'interrogation sur l'amérindianité, qui fait que bien souvent le narrateur est tapé vers l'espace forestier, donc Le dernier été des Indiens, 82, Une belle journée d'avance, 86, Sept lacs plus au nord, 93. Son confrère Louis Hamelin, dont plusieurs des romans à ses débuts cadrent aussi avec le Moyen-Nord, la région de Mirabel dans La Rage en 89, Cowboy aussi lié à l'amérindianité en 92, Betsy Larousse dans Les confins de la Mauricie en 94, Le soleil des gouffres en 96, il y a toute une partie de l'intrigue qui se situe à Shefferville, et plusieurs nouvelles de Sauvage en 2006 se situeront également dans des lieux retirés. Lise Tremblay, l'hiver de la pêche blanche surtout, l'un des deux principaux personnages se situe à Chicoutimi, où sera enterré le père aussi. La Héronnière, un recueil de nouvelles très important pour ce corpus en 2003, précisément parce qu'il problématise les mots des régions. Et puis La sœur de Judith en 2007, qui retrace l'été d'une adolescente qui grandit à Chicoutimi dans les années 70. Louise Desjardins, pour le côté de Rouyn-Noranda, donc La Love. Là aussi, c'est un peu le même topos qu'on voit réapparaître. Aussi une adolescente qui grandit, mais dans une autre petite ville. Puis là, c'est les années 50. Puis ça revient également dans So Long en 2005 et Rapide Danseur en 2012. J'ai pensé également à Christiane Frenette, La Terre ferme, dans les environs de Québec en 98. La nuit entière en 2000, ça se situe dans les Appalaches. Et Après la nuit rouge, c'est à la fois dans le nord des États-Unis, mais aussi à Rimouski. Et à chaque fois, dans tous ces romans, les espaces présentés sont présentés comme restreints. Alors pour ces auteurs qui sont nés entre 1943 et 1959, la régionalité est une donnée de départ dès le premier roman. Elle ne revient pas systématiquement dans toutes les œuvres, mais quand même dans plusieurs. Et puis ça s'échelonne souvent sur une assez longue période de temps.
Plusieurs critiques ont proposé à présent des étiquettes pour identifier ce qui s'apparente, pour la génération suivante que je vais vous présenter, des étiquettes pour les rassembler. Néo-ruralité, néo-terroir, post-terroir, bon, il y a toutes sortes d'étiquettes qui flottent en ce moment, mais ma préférée demeure celle proposée par Benoît Mélençon, qui est l'école de la Tchensa. Rappelons quelques-unes des caractéristiques principales de ces romans tels que les identifie Mélençon donc sur son blog. Alors, c'est les passages en gras qui m'intéressent. Donc, on parle de jeunes écrivains contemporains, nés pour la plupart dans les années 70 ou 80, des romans marqués par une forte présence de la forêt, la représentation de la masculinité, on va voir que je vais nuancer ça, le refus de l'idéalisation et une langue marquée par l'oralité. On a souvent des personnages masculins saisis dans un décor non urbain avec un fusil à la main, mais parfois c'est juste la canne à pêche. Une écriture réaliste qui n'empêche pas la création de mythologies personnelles avec des passages proches de la littérature fantastique. Les écrivains de l'école de la Tchensa, enfin, aiment faire entendre la langue populaire québécoise. Pour eux, une Tchensa s'appelle une Tchensa, pas une tronçonneuse ou une scie mécanique, et il ne leur viendrait pas à l'idée de mettre ce mot en italique dans leur texte. Dans cette entrée de blog, Benoît Mélençon référence quelques noms que je vais présenter, mais je vais en ajouter aussi quelques-uns de mon propre cru. Je vais commencer avec L'angoisse des poulets sans plumes, paru en 2006 par Sébastien Chabot, qui se situe dans le canton de Matalik. Il y a un côté un peu heavy metal là-dedans. Et c'est un roman qui, pour moi, se situe au croisement d'une saison dans la vie d'Emmanuel, de par le regard d'enfant sur un monde cruel qui comprend pas très bien, et puis la petite fille qui aimait trop les allumettes de par les atrocités qui sont décrites. Autre exemple très marquant, celui en 2011 d'Arvida de Samuel Archibald, qui n'est pas un roman mais un recueil d'histoires qui donne à entendre la voix d'un narrateur-conteur dont les récits s'apparentent tantôt aux souvenirs d'enfance, tantôt à des légendes semi-urbaines et effrayantes qui sont toujours rapportées un peu sur le ton du colportage, et puis des anecdotes ayant eu lieu soit dans la ville en question, qui donne son titre au roman, au recueil disons, ou des lieux aussi éloignés que Paris ou le Japon. Le phénomène, Raymond Bock, la même année, chez le même éditeur, publie Atavisme, un peu la même forme, et puis là encore avec cette mention d'histoire plutôt que roman. William Messier, bon, 2 ou 3 romans déjà, qui se situent dans la région de Brome-Missisquoi. En général, on est en plein dans la campagne. Je vous résume par exemple très brièvement Épique, paru en 2010. Alors le narrateur, quand il n'est pas avec son ami appelé Valvoline, il exerce la noble profession d'assistant écarisseur pigiste. Et puis là, il y a une sorte de lecteur optique qui lui permet de lire les gens et les choses. Donc on est dans un univers un peu déjanté, avec des personnages qui ne sont pas complètement adultes et qui font penser un peu à ceux de Régent du Charme à certains égards. Nicolas Chalifour dans Les Variétés d'Elfie en 2012, mais aussi un peu le même genre d'univers situé sur la rive sud, mais où on sent un élément tragique qui affleure, mais on n'aura jamais vraiment la réponse à la question « c'est quoi l'angoisse qu'il y a derrière ?» Chalifour, c'est intéressant, mais aussi en place tout un jeu de métatextualité et d'autoréférentialité, puisqu'à la fin, le narrateur envoie un manuscrit aux éditions Héliotrope, où a été publié le livre. Mais c'est sans doute chez François Blais, en fait, que les virtualités textuelles sont le plus mises à profit, et je qualifierais volontiers le style ou le genre de Blais de baroque, dans le sens où il y a beaucoup de mise en abîme du récit, l'insertion de digressions, d'écriture à contrainte, toutes sortes de clins d'œil littéraires. On a par exemple des narrateurs qui sont très proches du narrateur facétieux de Jacques le Fataliste, on a des types de chapitres à la Rabelais, qui créent un univers qui est plein d'humour, qui est plein de références littéraires. On a des personnages, par exemple, qui portent des noms de la mythologie grecque, mais ça paraît complètement absurde et il n'y a aucun sens, je pense, à chercher là derrière, du moins, je n'ai pas encore trouvé. Par exemple, dans Iphigénie en Haute-Ville, paru en 2006, ça raconte l'histoire d'amour par courriel qu'entretient Érostrate, qui passe son été à Québec, et Iphigénie, qui, elle, est ta grand-mère en Mauricie. Donc, c'est ça. Donc, ça serait l'école de la Tchensa. Maintenant, on peut... Donc, c'est moins, en fait, une école avec des chefs de file, des émules et des dissidents, plutôt comme toutes sortes de petites planètes qu'on peut rassembler en différentes galaxies dépendant des critères qu'on retient.
Alors je vous propose maintenant d'élargir un peu le spectre vers d'autres étagères de ma bibliothèque, les villes de la distance. Puis là, peut-être des titres que vous connaissez sûrement, mais que vous attendiez peut-être pas à voir ici. Par exemple, Le ciel de Bay City en 2008 de Catherine Mavrikakis. La ville de Bay City, donc une ville réelle dans le Michigan qui procure un immense sentiment d'ennui et de vacuité qui est très comparable en fait au Chicoutimi de Lise Tremblay quand on le regarde. Les personnages de jeunes femmes empruntées à la littérature jeunesse qui peuplent les romans de Simon Boulris, donc Javotte en 2012, Martine à la plage la même année, vivent pareil dans les mêmes décors de banlieue ennuyeuse. Martine Delvaux, Rosa Mère en 2009, roman qui est structuré en 3 parties selon la géographie, le village de l'Est ontarien, la banlieue, puis la ville. Et on observe en fait chez ces 3 auteurs qui présentent tous des personnages féminins, une inflation des objets, du monde matériel, des héroïnes tragiques qui n'ont aucune chance de s'en sortir, précisément parce qu'il n'y a aucune pensée, il n'y a aucun recul critique, aucune trace culturelle et même aucune ambition. On a l'impression donc que ce sont des filles, pour reprendre le terme de Martine Delvaux, qui sont prisonnières de leur espace d'appartenance. Et on peut les lire en fait comme des anti-romans de formation, des Rastignac au féminin qui n'ont jamais leur chance. Kalamazoo, donc j'avais commenté le nom. Il y a plusieurs procédés en fait pour approcher cette petite ville. Soit on la nomme, mais souvent le nom n'évoque rien dans l'esprit du lecteur. Au contraire, on choisit de ne pas la nommer. Alors par exemple, Larry Tremblay dans Le Christ obèse, paru en 2012, on comprend qu'on se situe dans une petite ville sommeillante, mais on n'a jamais son nom. Et à l'inverse, chez Nicolas Dickner, dans Nikolski, il s'amuse à égrener les noms de 36 000 petits villages des plaines canadiennes, mais qu'on serait bien en peine d'identifier ou de singulariser. Donc en fait, l'effet revient un petit peu au même, je pense, dans les 2 cas. On peut aussi penser au Malabour, village imaginaire de Perrine Leblanc en 2014, où 3 jeunes femmes très différentes, chacune associée à une fleur, ont été assassinées. Puis là, ça nous rappelle un petit peu Anne Hébert à certains côtés, du moins du côté de l'intrigue. En préparant cette communication, j'ai fait une découverte. Il y a toute une veine gaspésienne. Ça m'était jamais apparu jusqu'à présent. J'ai du mal un peu à l'expliquer, mais il y a tout un imaginaire particulièrement vivace de la Gaspésie en ce moment et qui donne lieu à des romans très différents. On peut penser à Tarmac de Nicolas Dickner en 2011, où Rivière-du-Loup nous apparaît comme une ville un peu hallucinée, un peu sur le retour, où des jeunes se cherchent une raison de vivre sur fond d'apocalypse. Sur la 132, en 2013, de Gabriel Anctil, un faux titre. On n'est pas dans un road novel, mais plutôt dans un roman où un jeune Montréalais quitte sa vie trépidante pour s'adapter et se faire adopter dans la vie de Saint-Simon. Et enfin, dans un tout autre genre, Génération pendue de Myriam Caron, qui se passe à Sept-Îles, qui est le théâtre de multiples suicides de jeunes et des cauchemars de la narratrice. Dernière catégorie, à défaut, je l'ai appelée au plus profond du bois. Donc plus loin, on trouve le petit village fictif de Rivière-aux-Oies, des carnets de Douglas, de Christine Eddy, village qui au fil du temps va succomber à la banlieusardisation. Plus loin encore, on a les intrigues de Jocelyne Saucier dans l'espace abitibien de la Mine, puis le nord de l'Ontario. Un exemple intéressant, La Garçonnière de Mylène Bouchard, publiée à La Peuplade. Tout le roman repose en fait sur l'imaginaire du 48e parallèle nord qui relie Péribonka, donc dans la région du lac Saguenay, et Noranda en Abitibi. Alors je vais prendre le temps de lire ça. Sur une carte topographique, l'Abitibi et le lac Saint-Jean se situent à la même hauteur, 48e parallèle nord. Curieusement, aucune route ne les relie. L'Abitibi et le lac Saint-Jean sont aussi 2 régions où les habitants développent des qualités intrinsèquement analogues, comme s'il était possible de ressembler invariablement à tous les êtres vivants sur le même parallèle, qu'importe le continent. Puis là encore, on a toute une divagation. Elle part donc de Noranda. Elle va citer tous les noms de villes et de villages de la planète dans l'ordre qui se situe sur le 48e parallèle jusqu'à arriver à Péribonka. Donc c'est intéressant. Son conjoint Philippe Turcot, lui, se contente simplement d'imaginer un personnage qui crée un laboratoire de poésie sous forme de café dans une chaumière inaccessible du nord canadien.
Si je poussais encore plus loin au nord, on arriverait dans l'espace nordique proprement dit, celui d'un Jean Désy par exemple, mais selon moi ça nous conduirait vers une toute autre esthétique. Je vais donc arrêter là le tour de ma bibliothèque et en venir à ma conclusion, qui est une conclusion en 2 temps. Au terme de ce panorama d'une ou plusieurs tendances du roman et du récit québécois contemporain, je suis frappée par sa diversité et son inventivité, tant en termes de quantité qu'en termes de qualité. Beaucoup de sujets sont abordés dans ces romans. L'amour, l'enfance, la famille, les relations frères-sœurs, travail et chômage, suicide, exode rural, tourisme, nouvelles technologies, fin du monde, et j'en passe. On a des univers romanesques très différents aussi. Ça passe du souvenir d'enfance à l'hyperréalisme, le fantastique, parodie de romans policiers, parodie de romans du terroir, l'autofiction. Puis on a une gamme de tons également très vaste. Le burlesque, l'humour pince sans rire, beaucoup, l'absurdité, la dénonciation. Puis vous pouvez combiner tous ces paramètres de la façon que vous voulez. Je vais passer sur les lieux de la critique. Alors en fait, j'en arrive à une remise en question en fait de l'hypothèse de Neveu. Est-ce que les Kalamazoo littéraires sont vraiment des villes ennuyées et ennuyeuses telles que les décrivait Pierre Neveu? Est-ce qu'en fait son postulat n'en disait pas plus long sur le critique que sur son objet lui-même? Autrement dit, le complexe de Kalamazoo trahirait-il un regard de citadin portant un jugement esthétique sur des lieux qu'il n'habite pas et qu'il connaît peu? Sans renier plusieurs des caractéristiques de la petite ville relevées par Neveu, plusieurs auteurs aujourd'hui, dans ce qui ressemble à un acte de résilience, se sont employés à décomplexer Kalamazoo, à déplier ses possibles et à la faire ainsi entrer de plein pied dans la littérature contemporaine. Alors après avoir critiqué Neveu, je propose une voie de sortie, qui est le dernier temps de ma conclusion, en vous proposant un dernier roman, Une ville lointaine de Maurice Henry, paru en 2001. Alors je vous explique de quoi... Oups, désolé, c'est pas dans le bon ordre. Ok. Une ville lointaine, de quoi ça parle? Ça commence au petit village de l'Espérance, quelque part dans le sud du Québec, où des gens disparaissent. Et leurs proches, je ne sais plus comment, mais en viennent à l'idée qu'ils sont partis pour Escanaba. Escanaba, c'est une ville réelle du Michigan. Puis là encore, il y a tout un fantasme du Michigan, apparemment, en littérature québécoise, puisqu'on a Kalamazoo, Bay-City, Escanaba, ça commence à faire beaucoup. Et donc, les personnages s'embarquent en voiture pour partir à Escanaba. Dans le roman d'Henry, Escanaba est beaucoup plus comme une ville perdue au milieu des plaines qui s'avère être un mirage. Autrement dit, les panneaux les font tourner en rond et ils ne trouvent jamais Escanaba. Cette fable sur la disparition d'êtres chers est à l'origine d'une autre fantasmagorie théorique que celle du complexe de Kalamazoo. Il s'agit du fantasme d'Escanaba théorisé par Pierre Neveu en 2007. Qu'apporte le fantasme d'Escanaba au complexe de Kalamazoo? Ma réponse serait qu'il l'arrache à son ici et maintenant. Pour aussi juste que soit l'intuition de Pierre Neveu d'isoler ce topos de la petite ville nord-américaine, l'auteur d'Intérieur du Nouveau Monde, précisément parce qu'il s'intéresse aux figures de l'habitation du monde, insiste sur l'immobilité et la stabilité mortifère de ce lieu. François Paré, au contraire, cherche des figures de la migration et de l'horizon en marche, en lien avec la diaspora canadienne-française. En d'autres termes, Escanaba m'apparaît comme un Kalamazoo saisi dans l'histoire, la mémoire, le récit, la géographie environnante. Escanaba est un Kalamazoo dialectisé, résilient, saisi dans toute sa complexité et qui permet de faire bouger cet imaginaire de la petite ville qui s'est mis en place depuis le tournant du siècle. Je vous remercie. Merci, Alice.